Quand j'ai perdu notre bébé, il s'est moqué de moi. Mais quand je lui ai tendu le test ADN, c'est moi qui ai ri le plus fort. Alina regardait droit devant elle, le visage calme, mais ses mains tremblaient. Daniel était assis en face d'elle, souriant à son téléphone. Il ne remarquait pas sa douleur. Il s'en fichait. Il y a quelques semaines à peine, ils planifiaient l'arrivée de leur bébé ensemble. Elle avait cru en leur amour. Ils avaient choisi des prénoms, regardé des vêtements de bébé, et avaient même peint une chambre en jaune. Puis, la douleur a commencé. Elle s'était effondrée à la maison et avait été transportée d'urgence à l'hôpital. La voix du médecin résonnait encore dans sa tête, « Je suis désolé. Vous avez perdu le bébé. » Alina avait pleuré en silence, attendant que Daniel la prenne dans ses bras, qu'il dise quelque chose de gentil. Mais au lieu de cela, il s'était adossé à sa chaise et avait dit, « C'est peut-être mieux comme ça. De toute façon, tu n'étais pas prête à être mère. » Il ne lui a pas tenu la main. Il n'a pas versé une seule larme. Ce soir-là, Alina l'a regardé rire au téléphone avec ses amis. Elle a pleuré pendant des heures, disait-il en gloussant. Une vraie comédienne. Alina n'a plus pleuré après ça. Quelque chose en elle a changé. Elle a commencé à remarquer des détails. Daniel rentrait tard, chuchotait au téléphone et revenait à la maison imprégné du parfum d'une autre. Elle ne s'est pas disputée. Elle n'a rien demandé. Elle a juste observé. Un jour, le fils que Daniel avait eu d'une autre femme est venu à la maison. Alina lui a offert une boisson et a discrètement récupéré sa paille usagée. Elle l'a envoyé pour un test ADN. Les jours ont passé. Quand les résultats sont arrivés, elle a ouvert l'enveloppe lentement. Ses yeux ont parcouru le document. Probabilité de paternité, 0%. Ce soir-là, elle est entrée dans le salon. Daniel a levé les yeux. « Quoi de neuf ?» a-t-il demandé. Alina lui a tendu le papier. « Tu te souviens quand tu as ri après ma fausse couche ?» a-t-elle dit doucement. « Maintenant, je veux voir ta tête en lisant ça. » Il a lu. Son visage est devenu blême. « Ce n'est pas possible » a-t-il chuchoté. Alina est restée immobile. « Tu t'es moqué de ma douleur. Maintenant, c'est la vie qui se moque de toi. » Daniel a essayé de s'expliquer. Il a rejeté la faute sur la mère du garçon. Il a supplié. Alina n'a pas bougé. « Tu m'as perdu au moment précis où tu as ri. » Elle a franchi la porte sans se retourner. « Parfois, le karma ne frappe pas à la porte » a-t-elle dit plus tard. Il éclate de rire. « Je croyais qu'il était l'homme de ma vie. Il s'appelait Daniel. Nous vivions dans un petit appartement, rempli de chaleur et de rêves. Chaque matin, il nous préparait du café et je préparais son déjeuner. Nous rions, discutions et partagions tout. Il m'embrassait le front avant de partir travailler et me disait qu'il m'aimait. Je croyais chaque mot. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai pleuré de joie. Daniel m'a soulevé du sol et m'a fait tournoyer. On va être parents, a-t-il dit avec un grand sourire. Il a touché mon ventre et a ajouté, c'est notre petit miracle là-dedans. Nous avons fait des projets. Nous avons choisi des prénoms. Si c'était une fille, ce serait Lily. Si c'était un garçon, il aimait bien Noah. Nous avons acheté des vêtements de bébé, des couvertures douces et de minuscules chaussures. Daniel a peint la chambre d'amis en jaune, exactement comme je le voulais. Il a même dessiné des étoiles au plafond. Nous restions allongés au lit à parler pendant des heures de notre avenir. Il disait qu'il voulait être un papa génial. Je me sentais chanceuse. Je pensais avoir tout ce que j'avais toujours voulu. Son amour, notre maison, et bientôt, un bébé. Parfois, j'étais nerveuse. Je ne savais pas si je serais une bonne mère. Daniel me rassurait toujours. Tu seras la meilleure, disait-il. On fera ça ensemble. Je lui faisais confiance. Je me sentais en sécurité avec lui. Chaque petit coup de pied que je ressentais me faisait sourire. Et Daniel posait sa main sur mon ventre et parlait au bébé. Je me souviens clairement d'une soirée. Nous étions assis sur le canapé, mangeant de la glace et regardant de vieux films. Il a posé sa tête sur mon épaule et a chuchoté, « J'ai tellement hâte de rencontrer notre bébé. » Mon cœur était comblé. Nous avons même fait une petite fête. Quelques amis sont venus. Il y avait des ballons roses et bleus.
Et tout le monde essayait de deviner le sexe. Daniel m'a tenu la main tout le long. Je me suis dit, c'est ça. C'est ça, ma vie heureuse. J'étais prudente. Je prenais toutes mes vitamines. Je ne manquais aucune visite chez le médecin. Chaque battement de cœur que nous entendions lors de ces examens nous faisait sourire. Daniel me serrait la main à chaque fois que le son retentissait. Aux yeux du monde extérieur, nous étions le couple parfait. Et pendant un moment, je l'ai cru aussi. J'ai cru à chaque sourire, chaque étreinte, chaque promesse qu'il faisait. Je nous pensais indestructibles. Je n'aurais jamais imaginé à quelle vitesse tout pouvait basculer. Tout a commencé par une douleur étrange dans mon ventre. Au début, je pensais que ce n'était rien. Peut-être avais-je mangé quelque chose de mauvais. Mais la douleur a empiré. J'ai essayé de m'allonger, espérant que ça passerait. Puis j'ai senti que quelque chose n'allait vraiment pas. Je ne pouvais plus tenir debout. Mon corps était faible. Et j'ai commencé à saigner. J'ai hurlé le nom de Daniel. Il avait l'air agacé. « Tu exagères » a-t-il dit. Mais quand il a vu le sang, il a enfin attrapé ses clés. Nous avons foncé à l'hôpital. J'ai pleuré tout le trajet, tenant mon ventre, priant pour qu'il ne soit pas trop tard. À l'hôpital, les infirmières m'ont prise en charge rapidement. Elles ont posé des questions, vérifié mon pouls et appelé le médecin. J'avais peur. Mon cœur battait la chamade. Je n'arrêtais pas de demander si le bébé allait bien. Personne ne répondait. Daniel était assis dans un coin, regardant son téléphone, comme s'il n'était même pas là avec moi. Le médecin est entré après une échographie. Son visage me disait tout. Il s'est assis et a dit doucement, « Je suis désolé, vous avez perdu le bébé. » Je me suis figé. Cela ne semblait pas réel. Je continuais d'espérer qu'il se trompait. J'attendais que Daniel vienne me serrer dans ses bras. Qu'il dise quelque chose. N'importe quoi. Mais quand je l'ai regardé, il ne pleurait pas. Il n'était pas sous le choc. Il souriait. « Tu n'es pas sérieux ?» ai-je dit, la voix tremblante. Il a haussé les épaules. « C'est peut-être mieux comme ça » a-t-il dit. « Tu n'aurais pas su gérer de toute façon. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Mon cœur venait de se briser en 1000 morceaux. Et il restait là, comme si de rien n'était. Comme si nous n'avions pas perdu notre bébé. Il n'a même pas essayé de me réconforter. Pas de câlin. Pas de larmes. Juste un sourire narquois et froid. L'infirmière à côté de moi m'a tendu un mouchoir. Elle avait l'air plus en colère que moi. J'ai tourné mon visage vers le mur et j'ai pleuré doucement. Je ressentais de la douleur, pas seulement à cause de la perte, mais à cause de la façon dont il agissait. C'était comme si j'étais seul, même avec lui à mes côtés. Cette nuit-là, je suis resté dans le lit d'hôpital, fixant le plafond. Mon corps était immobile, mais mon esprit tournait à toute vitesse. J'avais perdu mon bébé, et peut-être, avais-je aussi perdu l'homme que je pensais aimer. Je suis rentré de l'hôpital le cœur lourd. Le silence dans l'appartement semblait plus bruyant que jamais. Je me suis assise au bord du lit, portant encore le bracelet de l'hôpital. Mes mains se sont posées sur mon ventre par habitude. Mais il était vide maintenant. J'ai fixé le mur, attendant que Daniel dise quelque chose de gentil. Mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il se tenait près de la cuisine, se versant un verre. Il ne m'a même pas regardé. Puis il a dit, « C'est peut-être mieux comme ça. Tu n'étais pas prête pour la maternité de toute façon. » Je me suis tourné vers lui lentement. Mes yeux se sont remplis de larmes. Mais je n'ai pas parlé. Je ne pouvais pas. Les mots faisaient plus mal que tout ce que j'avais jamais ressenti. Il a continué, comme s'il ne venait pas de m'anéantir. Ce n'est pas comme si j'étais emballé par toute cette histoire. Mon cœur s'est effondré. Je ne comprenais pas comment il pouvait être si froid. Je venais de perdre notre enfant. J'avais pleuré toutes les nuits depuis. Mais il agissait comme si cela n'avait aucune importance. Il ne m'a pas tenu la main. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Il n'avait même pas l'air désolé. Je lui ai demandé, « Ça ne signifiait rien pour toi ?» Il a haussé les épaules. « Tu es devenue trop émotive. Tu agissais déjà comme une mère triste sortie d'un film. » C'est là que j'ai su que quelque chose avait changé. Je ne faisais pas que pleurer seul.
Je vivais avec quelqu'un qui se fichait que je souffre. Il n'essayait même pas de faire semblant. J'ai passé cette nuit dans la chambre d'amis. Il n'a pas demandé pourquoi. Il n'a pas frappé à la porte. Je me suis recroquevillé sous la couverture et j'ai pleuré doucement pour qu'il n'entende pas. Non pas qu'il s'en serait soucié. Le lendemain matin, je l'ai trouvé en train de regarder la télé et de rire. Aucune question sur comment je me sentais. Aucun réconfort. Juste des blagues sur un écran pendant que j'étais assise à l'autre bout de la pièce, me sentant comme une étrangère dans ma propre maison. J'ai commencé à remarquer les petites choses. La façon dont il m'évitait. La façon dont il changeait de sujet chaque fois que je mentionnais ce qui s'était passé. C'était comme s'il voulait tout effacer. Il m'a dit une fois, ne ressasse pas les choses qui sont terminées, comme si perdre un bébé était comme perdre une chaussure ou oublier une course. Cette phrase a brisé quelque chose en moi. J'ai réalisé alors que je n'avais pas seulement le cœur brisé. J'étais traité comme si ma douleur ne comptait pas du tout. Et c'était ça la partie la plus cruelle. Après tout ce qui s'était passé, j'espérais que Daniel serait plus attentionné. Mais il est devenu encore plus distant. Il a commencé à rentrer tard sans aucune raison. Parfois, il ne rentrait pas avant minuit. Quand je lui demandais où il était, il disait juste « dehors » et s'éloignait. Il gardait son téléphone avec lui tout le temps. Il ne le laissait plus sur la table comme avant. Si j'entrais dans la pièce, il cachait rapidement l'écran ou le posait face contre table. Je n'avais plus le droit d'y toucher. Il a commencé à s'habiller mieux, à mettre de l'eau de Cologne coûteuse et à passer plus de temps devant le miroir. Mais rien de tout cela n'était pour moi. La maison semblait froide. Pas à cause de la météo, mais à cause de la façon dont il me traitait. Il parlait à peine. Il ne me souriait pas. C'était comme si je n'existais pas. Je me sentais comme une étrangère assise à côté de lui. Un soir, je passais devant la cuisine et je l'ai entendu parler à quelqu'un au téléphone. Je suis resté immobile et j'ai écouté. Elle a pleuré pendant des heures, disait-il en riant. Tu aurais dû la voir. Je suis resté figé. Mon estomac s'est noué. Il parlait de moi. Du pire moment de ma vie. Et il s'en moquait. De moi. J'ai couvert ma bouche et je suis retourné lentement vers la chambre. Je ne voulais pas qu'il voie mes larmes à nouveau. Je ne voulais pas lui donner cette satisfaction. Quelques jours plus tard, j'ai vu un message s'afficher sur son téléphone pendant qu'il était sous la douche. Le nom d'une femme avec un cœur à la fin. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'en avais pas besoin. Tout prenait sens maintenant. Il avait changé. Il avait décroché. Je ne voulais juste pas y croire au début. Mais maintenant, je le voyais clairement. Il n'était pas seulement froid. Il cachait quelque chose. Il avait cessé de se soucier de savoir si je le remarquais. Il n'essayait même plus de bien mentir. Il sortait, revenait avec du rouge à lèvres sur son col et agissait comme si de rien n'était. Je restais silencieuse, le regardant traverser la maison comme s'il ne me devait rien. C'est là que j'ai su que je vivais avec quelqu'un qui ne me respectait pas, et qui ne l'avait jamais vraiment fait. J'ai arrêté de poser des questions. J'ai arrêté d'espérer des réponses. Mais cela ne voulait pas dire que je n'observais pas. Je remarquais tout. Comment Daniel souriait à son téléphone. Comment il rentrait en sentant une odeur différente. Comment ses yeux ne croisaient plus les miens. Je ne disais pas un mot. J'ai juste commencé à réfléchir. Un après-midi, son fils d'une autre union est venu nous rendre visite. Un garçon calme, peut-être 8 ou 9 ans. Il ne ressemblait en rien à Daniel. Je n'y avais jamais vraiment pensé avant. Mais maintenant, je commençais à me poser des questions. Quelque chose ne collait pas. Daniel parlait toujours de son fils comme d'une preuve du père formidable qu'il pouvait être. Il le disait comme si cela lui donnait un certain statut. Mais maintenant, je regardais le garçon différemment. Ses cheveux, ses yeux, son visage. Rien ne correspondait à Daniel. Et Daniel ne semblait pas proche de lui. Il n'y avait pas de vrai lien. Pas de chaleur. Une pensée m'est venue. Une pensée que je n'avais jamais envisagée auparavant. Je l'ai repoussée au début. Mais elle revenait sans cesse. Si Daniel pouvait rire de ma douleur, me mentir en face et me tromper sans culpabilité, et s'il cachait encore autre chose? J'ai attendu le bon moment.
Le garçon avait laissé sa brosse à dents dans la salle de bain. Je l'ai ramassée doucement et l'ai placée dans un petit sac en plastique. Mes mains étaient stables. Je ne ressentais aucune culpabilité. Je voulais juste la vérité. Le lendemain matin, j'ai trouvé un laboratoire en ligne qui proposait des tests ADN. J'ai suivi les instructions, tout emballé soigneusement et posté le tout. Je ne l'ai dit à personne. Pas même à ma meilleure amie. C'était quelque chose que je devais faire seul. Les jours ont passé. J'agissais normalement avec Daniel. Je cuisinais, je nettoyais, je souriais quand c'était nécessaire. Mais à l'intérieur, j'étais calme d'une manière différente. Pas le genre de calme qui vient de la paix, mais de la clarté. Je n'avais plus de doute. Quand l'enveloppe est finalement arrivée, mes mains n'ont pas tremblé. Je l'ai ouverte lentement et j'ai lu les mots qui ont tout changé. Probabilité de paternité, 0%. C'était donc vrai. Le garçon n'était pas le sien. Pas même un peu. Pendant tout ce temps, il avait utilisé cet enfant pour montrer qu'il était un vrai père, un homme responsable. Et tout n'était que mensonge. Je n'ai pas ressenti de joie. Je n'ai pas ressenti de colère non plus. Ce que j'ai ressenti, c'était une justice silencieuse. De la même manière qu'il ne s'était pas soucié quand j'avais perdu quelque chose de précieux. Maintenant, il allait savoir ce que cela faisait. J'ai regardé le papier à nouveau et je me suis dit, peut-être que la vie observait depuis le début. Peut-être que c'était le moment qu'elle avait choisi pour parler. L'enveloppe semblait plus lourde qu'elle ne l'était. Je l'ai tenue entre mes mains un moment, la fixant simplement. L'extérieur était ordinaire. Aucun indice de ce qui se trouvait à l'intérieur. Pourtant, je savais que cela pouvait tout changer. Mon cœur battait plus vite. Mais mon visage restait calme. Je me suis assise à la table de la cuisine. La pièce était silencieuse, le tic-tac de l'horloge au mur était le seul son. J'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier. Je l'ai dépliée lentement et j'ai lu les mots en haut. Mes yeux se sont déplacés vers la section des résultats. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas respiré. Probabilité de paternité, 0%. Je l'ai relu, juste pour être sûr. Mais les chiffres n'ont pas changé. C'était réel. Daniel n'était pas le père de cet enfant. Pas même de près. Le test ne laissait aucun doute. C'était clair, simple et définitif. Je me suis adossé à ma chaise, tenant le papier sur mes genoux. La vérité était juste là, devant moi, écrite noir sur blanc. Toutes les pièces du puzzle s'assemblaient maintenant. Les mensonges, la froideur, la fausse histoire. Tout s'imbriquait. Il n'y avait plus de confusion, plus de questions. Et pourtant, je ne souriais pas. Je ne me sentais ni heureuse ni fière. J'étais juste là, silencieuse. Ce n'était pas une question de vengeance. Ce n'était pas une question de rendre l'appareil. C'était une question de savoir, de ne plus être dupé. Ce n'était pas juste un secret. C'était une fissure dans tout ce qu'il avait construit autour de lui. Il voulait paraître fort, comme s'il avait le contrôle. Mais maintenant, c'était lui qui était pris dans un mensonge. Et pas n'importe quel mensonge, un mensonge sur une chose qu'il utilisait toujours pour se faire valoir. J'ai regardé par la fenêtre. Le monde extérieur semblait identique. Mais quelque chose en moi avait changé. J'ai replié le papier et je l'ai remis dans l'enveloppe. Je n'avais pas besoin de réfléchir à ce qu'il fallait faire ensuite. La réponse était déjà claire. Maintenant, c'était à son tour de s'asseoir et d'écouter. À son tour d'affronter la vérité. Daniel était assis sur le canapé, buvant un soda et faisant défiler son téléphone. La télé était allumée, mais il ne regardait pas. Il a levé les yeux quand je suis entré dans la pièce, mais il n'a rien dit. Je me suis tenu devant lui, tenant l'enveloppe. Ma voix était calme. Tu te souviens comment tu as ri quand j'ai perdu le bébé? Il a cligné des yeux, ne sachant pas quoi dire. Tu n'as pas pleuré. Tu t'en fichais. Tu en as plaisanté comme si ce n'était rien. Il a baissé les yeux, évitant mon regard. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je n'ai pas répondu à sa question. Au lieu de cela, j'ai fait un pas de plus et j'ai tendu l'enveloppe. Maintenant, je veux voir ta tête quand tu liras ça. Il a froncé les sourcils, confus. C'est quoi?
Lis-le, c'est tout. Il a pris l'enveloppe lentement, l'a ouverte, a sorti le papier et l'a déplié. Ses yeux ont parcouru les mots. Puis il s'est arrêté. Il n'a pas cligné des yeux. Il fixait juste le résultat. Sa main est tombée légèrement. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Son visage est devenu blême. Tu l'as vu maintenant, ai-je dit. Fini de faire semblant. Il a dégluti difficilement. Ça dit que je ne suis pas son père. C'est ce que ça dit. Et c'est vrai. Il a secoué la tête, essayant de nier. Non, elle m'a dit que je l'étais. Elle a dit qu'il était de moi. Et tu l'as cru. Tout comme je t'ai cru quand tu as dit que tu m'aimais. Il a baissé les yeux à nouveau, tenant toujours le papier comme s'il pouvait changer s'il le lisait une fois de plus. C'est un mensonge, a-t-il dit. Mais sa voix était faible. Ce n'en est pas un, ai-je dit. Tu t'es moqué de moi quand je souffrais. Tu m'as traité de tous les noms. Tu m'as laissé seul quand j'avais le plus besoin de quelqu'un. Il n'a pas répondu. Maintenant, tu sais ce que ça fait de perdre quelque chose que tu pensais être à toi. Il m'a regardé, les yeux écarquillés et pleins de panique. Alina, je ne savais pas. Je te jure, je ne savais pas. J'ai secoué la tête. Ça ne change rien. Il a essayé d'en dire plus, mais je me suis détourné. Tu as ri quand j'étais au plus bas, ai-je dit. Maintenant, c'est à ton tour de t'asseoir en silence. Je suis sorti de la pièce, le laissant debout là avec la vérité entre les mains, et plus rien à dire. Il est resté là à tenir le papier, les mains tremblantes. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme s'il cherchait des mots qui ne venaient pas. Après une longue pause, il a enfin parlé. Ça doit être faux. Elle m'a dit que j'étais le père. Elle m'a menti. Il s'est approché, la voix plus forte maintenant. Je ne savais pas. Je n'ai pas demandé ça. Je pensais qu'il était de moi. Il a agité le papier en l'air, comme si cela allait effacer ce qui y était écrit. Elle m'a manipulé. Elle s'est servie de moi. Je l'ai cru. Mais rien de ce qu'il disait ne changeait la vérité. J'ai essayé d'être un bon père, a-t-il dit rapidement. J'ai tout donné. Je suis resté pour lui. Je ne savais pas qu'il n'était pas de moi. Pas un seul mot ne m'a fait bouger. J'étais confus quand tu as perdu le bébé, a-t-il continué, essayant de s'expliquer. J'avais peur. C'est pour ça que j'ai agi comme ça. Je ne voulais pas rire. Je ne voulais pas te blesser. Il a baissé la voix, suppliant maintenant. S'il te plaît, je ne savais pas comment gérer ça. J'ai dit des choses stupides, mais je n'ai jamais voulu te perdre. Je restais toujours silencieuse, le regardant s'effondrer. Je vais arranger ça. Je vais tout arranger. Donne-moi juste une autre chance, a-t-il imploré. S'il te plaît, je peux changer. Tu m'as perdu au moment où tu as ri de ma perte, ai-je dit, la voix ferme. Il a cligné des yeux, stupéfait. Tu t'es moqué de ma douleur. Tu m'as fait me sentir insignifiante. Maintenant, tu comprends ce qu'est une vraie perte. Il s'est assis, se couvrant le visage avec ses mains. Ne dis pas ça. Je ne peux pas te perdre, sa voix s'est brisée, mais je n'ai pas scié. Tu pensais pouvoir me blesser et t'en tirer indemne, ai-je dit, mais maintenant la vérité est là, et ça fait mal, n'est-ce pas? Il a levé les yeux rouges. Je sais que j'ai merdé, mais s'il te plaît, ne me quitte pas, pas de réponse. Pas de pitié. Je ne savais pas, a-t-il chuchoté. Je ne savais pas que le garçon n'était pas le sien, et je ne savais pas que l'homme que j'aimais pouvait être si cruel. C'était la fin. Il est resté figé, brisé, avec la vérité entre les mains. Je me suis tourné et je suis parti sans un autre mot. Au moment où je suis sorti, tout m'a semblé calme. Je ne me suis pas précipité. J'ai marché la tête haute, me sentant stable pour la première fois depuis ce qui me semblait être une éternité. Il n'y avait plus de poids sur mes épaules. Plus de peur. Plus d'attente que quelqu'un se soucie de moi. Cette fois, je ne cherchais pas de réponse. Je les avais déjà. J'avais passé tant de jours à espérer qu'il change. À souhaiter qu'il comprenne à quel point il m'avait blessé. Mais il ne l'a pas fait. Et peut-être qu'il ne le ferait jamais. Cela n'avait plus d'importance. Je ne partais pas pour le punir.
Je partais pour me protéger. Il s'était moqué de ma douleur comme si c'était quelque chose de risible. Il avait traité mes larmes comme si elles n'étaient rien. Mais la vie a une façon de ramener les choses à leur point de départ. De la même manière qu'il avait ri de ma perte. Maintenant, il devait faire face à la sienne. Je n'ai pas eu besoin de crier. Je n'ai pas eu besoin de me disputer. La vérité avait tout fait pour moi. J'ai passé le couloir où nous laissions nos chaussures côte à côte. Maintenant, les miennes étaient les seules à avancer. Chaque pas que je faisais était une promesse envers moi-même. De ne plus jamais accepter moins que le respect. Il n'y avait plus de tristesse en moi. Juste la paix. Une sorte de paix tranquille qui vient quand on sait qu'on a fait le bon choix. Il avait perdu plus qu'une simple personne. Il avait perdu la confiance. L'amour. Et chaque chance qu'il avait de réparer ce qu'il avait brisé. Je me demandais ce que j'avais fait de mal. Mais je vois maintenant. Ce n'était jamais à propos de moi. C'était à propos de qui il était. Et de qui je suis devenu à cause de ça. Plus forte. Plus lucide. Plus sage. Les gens comme lui pensent qu'ils peuvent tout faire et s'en sortir indemnes. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. La douleur n'est pas un jeu. Les cœurs ne sont pas des blagues. Et quand quelqu'un se moque de la souffrance d'un autre, il ne fait qu'inviter la sienne. Il a ri une fois. Mais aujourd'hui, il ne souriait pas. Et moi, si. Parce que je connaissais la vérité. Je l'avais vécu. Et je suis sorti la tête haute. Parfois, le karma ne frappe pas à la porte. Il rit en retour. Pensez-vous qu'Alina a eu raison de partir après tout ce que Daniel a fait? Ou aurait-elle dû rester et lui donner une seconde chance? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis vraiment curieuse d'entendre votre avis. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle publication.